Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres de l'actualité de ce samedi 30 septembre. Ismaël Omar Guelleh, à l'occasion de la fête nationale chinoise, exprimé ses chaleureuses félicitations ainsi que ses vœux de succès à son homologue chinois Xi Jinping. Et dans l'actualité internationale, le nombre de migrants morts, déportés, disparus en tentant de traverser la Méditerranée cet été était 3 fois supérieur à celui enregistré à la même période l'année dernière. C'est ce qu'a annoncé vendredi, donc hier, l'ONU. C'était les titres, soyez les bienvenus dans ce journal de l'après-midi. Cela dit, on commence tout de suite le journal par ce message de félicitations du président de la République à son homologue chinois. Le président Guelleh a, à l'occasion de la fête nationale chinoise, exprimé ses chaleureuses félicitations ainsi que ses vœux de succès à son homologue Xi Jinping. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie à la nation amie chinoise, a écrit le président Guelleh dans le télégramme de félicitations envoyé à Xi Jinping. Il met ensuite à profit ce message pour rendre un vibrant hommage à la Chine dont il a qualifié de modèle réussi de développement. Nous nous réjouissons des liens privilégiés d'échange, de solidarité et de coopération que nous avons en partage avec la Chine, a dans son télégramme noté également le chef de l'État, qui a réitéré la détermination de la République de Djibouti à œuvrer toujours en faveur de la préservation et de la promotion des partenariats stratégiques et gagnant-gagnant en cours entre nos deux pays dans la quasi-totalité des secteurs d'activité. L'observateur géophysique d'Arta, le CERD dirigé par M. Saad Ibrahim, a enregistré un séisme léger de magnitude 4,3 à l'échelle de Richter ce samedi 30 septembre 2023 à 9h29 heure locale dans le golfe de Tadjoura, identifié de type tectonique. L'épicentre a été localisé à 18 km au nord de la ville de Djibouti, à une profondeur de 8,0 km, soit une distance d'hypocentrale d'environ 18,5 km. L'intensité macrosismique dans les zones les plus proches de l'épicentre, largement ressentie dans les zones les plus proches. Donc, dans la soirée d'hier, 29 septembre, 2 nouveaux séismes ont été ressentis. La première réplique avec une magnitude de 3,7 a été ressentie à 22h31 et la deuxième à 23h29 avec une magnitude de 4,0. Selon des informations qui nous sont parvenues de l'observatoire de géophysique d'Arta, à travers les dispositifs macrosismiques qui se situent sur l'épicentre dans le golfe de Tadjoura, près des îles Moucha, il est à rappeler que depuis hier, quand la première secousse a frappé une dizaine d'autres secousses de magnitude variant ont été enregistrées. Les autorités locales travaillent en étroite collaboration avec les experts en sismologie et assurent donc la sécurité publique. D'autre part, la crise sismique qui a débuté le 28 septembre à 4h22 heure locale dans le golfe de Tadjoura, non loin des îles Moucha, est toujours en cours. Du 28 septembre 2023 à 4h22 heure locale au 30 septembre 2023 à 7h heure locale, l'Observatoire géophysique d'Arta a enregistré 994 séismes. La majorité des séismes ont des magnitudes inférieures à 3, faible énergie. 19 séismes ont des magnitudes comprises entre 3 à 3,5. 16 séismes ont des magnitudes comprises entre 3,5 à 4,4. Séismes ont des magnitudes comprise entre 4 à 4,5. La plus grosse réplique enregistrée jusqu'à présent s'est produite le 28 septembre à 8h53 heure locale et à une magnitude 7,2 à l'échelle de Richter. Les épicentres donc sont localisés à l'extrémité sud-ouest de la fosse d'Obok. Les profondeurs de séisme localisées varient entre 5 à 11 km. Les nombres des événements par heure ont fortement chuté depuis hier après-midi et en moyenne, nous enregistrons 10 séismes par heure. En observant l'évolution temporelle et spatiale, cette crise est de type volcanotectonique. Le dernier séisme ressenti enregistré par Loga s'est produit le samedi 30 septembre à 5h49 heure locale avec une magnitude locale
de 3,7 à l'échelle de Richter. En raison des récents tremblements de terre survenus à Djibouti, dans un souci de prévenir tout risque pour la sécurité de nos élèves et du personnel des établissements scolaires, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a pris la décision de fermer tous les établissements scolaires publics et privés, ainsi que les centres de formation professionnelle, les dimanches 1er et lundi 2 octobre, demain et après-demain. Cette décision vise à assurer la sécurité de tous et surtout de nos élèves. Nous vous tiendrons informés de toute évolution de la situation et des mesures supplémentaires qui pourraient être prises ici sur la radio-télévision de Djibouti. Autre information, un mémorandum d'entente portant sur la création d'un cadre favorable au développement d'actions de coopération entre les ministères de la Santé du Royaume du Maroc et de la République de Djibouti a été signé vendredi, hier à Marrakech, paraphé par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rableh, et son homologue, le ministre de la Santé et de la Protection sociale. Ce mémorandum a pour but d'établir des relations fortes et durables entre les différentes composantes des systèmes de santé des deux pays. Animé par un esprit de coopération sud-sud, ces relations ambitionnent de développer des activités de recherche, d'expertise et de formation visant le renforcement des systèmes de santé des deux pays et de l'offre destinée aux étudiants, cadres, enseignants et chercheurs en matière de formation continue et de perfectionnement des compétences. Dans une déclaration, le ministre marocain a indiqué que la signature de ce mémorandum vient consolider et enrichir la relation de partenariat continu entre le Maroc et Djibouti, notamment en matière de structures de santé et de formation. Cette signature vise également à favoriser l'opérationnalisation de ce partenariat prévu d'entrée en vigueur au cours du mois d'octobre, a-t-il relevé. Eh bien, après avoir exprimé ses condoléances au peuple marocain suite au séisme, donc le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rableh, a souligné pour sa part que sa visite a pour but de renforcer la collaboration entre les deux ministères de la Santé. Ce mémorandum prévoit d'établir un jumelage entre les centres hospitaliers universitaires de Rabat et de Djibouti à travers un partenariat technique de formation de médecins, de spécialistes et de paramédicaux et également des échanges d'expériences entre les experts marocains et leurs partenaires djiboutiens, a-t-il ajouté. Je voudrais encore une fois remercier le ministère de la Santé du Royaume du Maroc et son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé du Maroc. Et je me félicite et je suis très heureux de la signature de cette convention qui lie désormais entre le ministère de la Santé de nos deux pays. Alors, le contenu de cette convention, il s'agit surtout de faire un jumelage et un lien entre le CHU de Rabat et le CHU de Djibouti. C'est un partenariat technique de formation des médecins généralistes, des médecins spécialistes, des paramédicaux, de formation donc continue, mais également des échanges d'expériences entre les experts marocains et leurs partenaires djiboutiens. Les ministres des pays membres de l'IGAD en charge de la jeunesse ont tenu leur première conférence sur la jeunesse le 27 septembre à Nairobi, au Kenya, sous la présidence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture djiboutienne, Mme Hibo Mohamed Assoué, et présidente du Conseil, Madame Asley Mohamed Hussein, conseillère technique auprès du cabinet de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Monsieur Ismaël Ousmane, directeur de l'insertion économique de la jeunesse, ont pris part aux travaux des experts techniques qui s'est tenu le 25 et 26 septembre. Suite à cette conférence, 3 déclarations ont été solennellement prononcées, à savoir l'adoption du cadre politique de la jeunesse de l'IGAD, l'approbation des recommandations de la réunion d'experts techniques et l'engagement à accélérer la mise en œuvre de ces recommandations. L'établissement des experts techniques et des comités ministériels de l'IGAD sur la jeunesse comme plateforme pour superviser les progrès de la mise en œuvre du cadre politique de la jeunesse de l'IGAD. Finalement, le gouvernement kényan a été remercié pour avoir accueilli cette importante réunion ministérielle et les ministres sont engagés à rester activement saisis de ce dossier.
À Tadjoura, le projet appuie au jardin maraîcher et forager pour générer de revenus de 60 femmes de Calaf, porté par l'association GFSB et le projet développement des activités rurales économiques résilientes et fondées sur la préservation des ressources naturelles, porté par l'association Paris, ont été lancés officiellement à Tadjoura en présence du préfet de la région, Mohamed Abbas, et le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti, mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones avec le financement de l'Union européenne. Cette cérémonie de lancement a vu la participation du secrétaire permanent de l'ANCLD, Ali Roufahaden, l'assistant technique international et coordinateur du projet, Flavien Sassé, l'équipe locale de gestion du projet et les responsables des services techniques déconcentrés, les associations locales et les représentants des bénéficiaires. Les questions qui ont été posées, les demandes d'explication, d'information rentrent parfaitement dans le volet suivi, accompagnement. Savoir où est-ce que nous en sommes. La question sur les bénéficiaires, sur les activités en cours. Parce que là, on est au bout d'un processus. Le processus a commencé, on est passé dans cette salle, on a présenté les lignes directrices. Il y a eu des projets qui sont présentés et qui ont été sélectionnés. Et il n'y a pas longtemps, à l'hôtel Sheraton, on a procédé au lancement, à la signature des différentes conventions. La procédure administrative a continué et c'est le temps où les activités ont démarré au niveau des différents projets sélectionnés. Donc la présence, c'est déjà de savoir comment ça a démarré et on a bien commencé. Le président du conseil régional et le préfet de Tadjoura ont tour à tour prononcé des discours lors de cette réunion. On les écoute. Et si on veut développer la région, il faut qu'on puisse taper dans toutes les portes. Il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que les bailleurs, il n'y a pas que le conseil régional. Il y a aussi d'autres partenaires avec lesquels nous pouvons travailler. La NCLD, elle est partenaire avec l'IMF. On a déjà mobilisé beaucoup d'argent depuis que nous sommes un peu ici. Et vous avez certainement vu la somme. Contrairement à certains bailleurs, elle est importante. Mais pour ce qui concerne le projet, les projets qui sont présentés, et nous attendons des résultats pour que aussi notre partenaire bailleur puisse aussi nous financer dans la suite. Il a eu l'idée de promouvoir cette activité pour pouvoir apporter à cette population concernée des travaux qui puissent être bénéfiques à leur profit. Les contraintes majeures, c'est l'eau. Après l'eau, il y a l'effort des uns et des autres. Les bénéficiaires doivent prendre ses responsabilités pour qu'ils puissent en tirer profit de ces activités. La région a entamé à ce qu'il y ait des plantations dans la région de 400 000 arbres dans l'ensemble de la région de Tadjoura. Nous vous prions de nous accompagner pour que ce projet puisse réussir et que pour pouvoir aussi lutter contre la désertification. Les grandes opérations de réhabilitation urbaine dans les quartiers précaires du programme Zéro Bidonville entrent dans une nouvelle phase de mise en œuvre opérationnelle. Les travaux de mise à niveau dans les quartiers ciblés vont devoir impacter les logements précaires, dont certains vont subir des pertes locales, des pertes totales de leur logement. Toutefois, le programme offre également des solutions de relogement pour améliorer les conditions de vie et d'habitat des familles impactées par les travaux. Voici un magazine de la rédaction. Dans le cadre de la mise en œuvre du quartier Nef de Balbala ancien de la commune de Balbala et figurant
Parmi les 13 autres quartiers précaires ciblés par les programmes Zéro Bidonville, l'agence a réalisé un plan d'aménagement urbain qui consiste à réaliser des travaux de construction de nouveaux équipements publics, CDC, terrains, multisports, marchés, etc. et d'ouverture de voiries pour améliorer l'accès aux services de base. Aujourd'hui, le projet est entré dans une nouvelle phase avec le relogement de premières familles dans un nouveau site et ainsi d'édensifier les quartiers. La population habitant dans cette zone est confrontée aussi à des risques liés aux pluies et aux incendies et une mauvaise condition d'hygiène causée par la promiscuité des logements. D'ailleurs, la première phase des 23 ménages totalement impactés par les opérations de restructuration en cours des quartiers neufs de Balbala anciens sont relogés et déménagés à Nassiba Balbala Sud pour les accueillir sur un site entièrement viabilisé et équipé. Ces ménages impactés ont tout bénéficié à l'attribution de parcelles, de la reconstruction de leur logement avec accès aux services urbains, voirie, eau, électricité, assainissement et drainage afin d'améliorer leurs conditions de vie et d'habitat. Je suis vraiment heureux aujourd'hui d'avoir eu cette chance d'être parmi les habitants des Balbala anciens qui ont profité du programme de relogement, a-t-il dit, car la maison dans laquelle je vivais avec ma famille dans mon ancien quartier a fait l'objet des restructurations et aménagements du quartier depuis les billets du programme Zéro Bidonville. L'agence de réhabilitation urbaine et du logement social nous a relogés sur un site bien équipé à Nassib et dans des logements neufs, décents et résilients, et j'en suis fier. Ainsi, Mme Hawa, qui est l'une des bénéficiaires du programme de relogement du quartier neuf de Balbala ancien, a précisé que des nouvelles maisons avec branchement de l'électricité et eau ont été mises à leur disposition. Elle a rajouté qu'aujourd'hui, dans ce nouveau quartier bien aménagé, elles sont à l'abri des contraintes et risques du mal logement. Il faut noter également qu'avec les travaux de recul de façade réalisés et en cours au quartier neuf de Balbala ancien, plus de 60 logements ont d'or et déjà vu leurs conditions d'habitat améliorées grâce à la reconstruction des parties impactées par l'emprise de la voie dans les quartiers neufs de Balbala ancien. Parmi ces bénéficiaires des travaux de recul, M. Mahdi a affirmé qu'une des 4 maisons a été affectée par l'emprise de la voie et il a bénéficié de la reconstruction de la face et d'une chambre. Dans la continuité de la mise en œuvre du programme Zéro Bidonville, le financement additionnel entend élargir les périmètres d'intervention des investissements d'infrastructures du projet initial en introduisant des opérations de restructuration et des mises à niveau de nouveaux quartiers précaires ciblés par les programmes Zéro Bidonville dans la commune de Balbala, notamment à Tarawil, Pompage, Harira de quartier 11, Balbala Ténef. Il convient aussi de souligner que les autres ménages seront relogés progressivement avec les démarrages effectifs des travaux d'ouverture, des voiries et la construction, les équipements sociaux. Dans le programme Zéro Bidonville, initié par l'excellence M. Ismaël Oumerguele, premièrement, on a fait les études de 13 quartiers précaires, dont 10 sont au niveau de la commune de Balbala et 3 aux communes de Blaus. Dans un premier quartier pilote, qui est Balbala Ancien, on a déjà fait une première voie de 1,2 km, dont 60 logements ont déjà vu leurs conditions de vie améliorées, avec le recul de façade et la reconstruction. Maintenant, on a commencé 2 autres voies à l'intérieur de Balbala Ancien pour mieux désenclaver. Durant ces travaux, on était obligé de faire des reculs de façade et d'autres qui ont été totalement impactés, qui est au nombre de 23, ont été relogés dans le site de relogement qui est à Nassib. Et ces 23 ménages ont pu bénéficier d'une parcelle équipée d'eau, d'électricité et bien sûr un système d'assainissement. Sans oublier à proximité des équipements qui est déjà le complexe scolaire qui est presque achevé et d'autres équipements qui seront à venir. Ce n'est pas que ces 23 ménages qui seront objets de relogement. Il y a bien sûr les autres équipements qui seront construits à Balbala Ancien, dont les ménages qui sont déjà installés feront l'objet d'un relogement. Comme vous pouvez voir, le chantier est en cours. Un premier relogement pour le CDC qui est 20 logements et bien sûr d'autres équipements sont à venir comme le multisport, les terrains de sport et bien d'autres qui seront au fur et à mesure relogés à Nassib.
Aujourd'hui, la réalisation de la première phase des relogements de ménages impactés par des opérations de restructuration joue un rôle très important dans la continuité de la mise en œuvre du programme Zéro Bidonville et a changé les conditions de vie des habitants qui ont pu bénéficier de ces programmes. Avec la reconstruction de leurs relogements avec accès aux services urbains, les familles non impactées par les opérations de restructuration du quartier de Balbala ancien ont été invitées par l'agence à régulariser l'air foncier, notamment à travers la procédure de la cession amiable qui facilite l'accès à la propriété foncière. Et dans l'actualité internationale, le nombre de migrants morts, portés disparus en tentant de traverser la Méditerranée cet été était 3 fois supérieur à celui enregistré à la même période l'année dernière. C'est ce qu'a annoncé vendredi l'ONU. Entre juin et août, au moins 990 personnes sont mortes ou ont disparu sur la dangereuse route de la Méditerranée centrale entre l'Afrique du Nord et l'Europe, contre 334 décès au cours des mêmes mois en 2022, a déclaré l'UNICEF. L'Agence des Nations Unies pour l'enfance. La Méditerranée est devenue un cimetière pour les enfants et leur avenir, a déclaré la coordinatrice de l'UNICEF. Selon le Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 2500 migrants sont morts ou ont disparu en Méditerranée entre le 1er janvier et le 24 septembre, soit 50% de plus qu'à la même période de l'année dernière. Les opérations de nettoyage sont en bonne voie au Cap après des jours de fortes pluies qui ont provoqué des inondations dans diverses parties de la ville, y compris dans les quartiers informels défavorisés. 8 personnes auraient été tuées, dont 4 enfants tués par électrocution lors de 2 événements distincts après des jours de fortes pluies. Des centaines de maisons étaient inondées et des femmes faisaient de leur mieux pour récupérer ce qui restait après que l'eau s'est précipitée dans leur maison. Lundi, l'eau est entrée en trombe. Elle était devant ma porte, plus bas. Nous avons pris des photos et des centaines de personnes ont été évacuées. Un franc froid en juin a causé environ 50 millions de dollars de dégâts au secteur agricole du Cap occidental, selon le gouvernement provincial. Des pluies très importantes tombées dans la nuit de jeudi à vendredi dans le nord-est des États-Unis ont partiellement paralysé la mégapole de New York. Le commissaire à la protection environnementale de la ville de New York a estimé que d'une manière générale, nous le savons, cette évolution de la météo est le résultat du changement climatique et la triste réalité est que notre climat change plus vite que notre infrastructure ne peut y répondre, a-t-il ajouté. Les autorités locales ont déclaré l'état d'urgence pour la mégapole de 8,5 millions d'habitants ainsi que Long Island à l'est et la vallée de Hudson, des régions régulièrement touchées par des inondations. D'après les services météo, les intempéries sont susceptibles d'atteindre 5 cm par heure et pourraient atteindre 18 cm au total dans certaines zones, résultat d'une dépression le long de la côte mi-atlantique qui attire l'air humide de l'océan. Et voilà, c'est la fin de ce journal de 15h. Merci pour votre fidélité. Bon après-midi à tous.